Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai un peu de retard. Je viens de finir un cours d'haltéro. J'ai encore même des gens qui sont dessus parce qu'ils sont en train de faire des PR, comme à chaque cours et un peu partout en France, hein. Mais voilà, donc ce live pour discuter un petit peu avec vous toutes les questions que vous posez sur le programme Squat Everyday. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de trous du cul qui parlent pour rien. Donc bah voilà, on va en parler. Je compte sur vous, hein, pour poser les questions, parce que si vous posez pas les questions, moi je vais pas pouvoir répondre à vos questions. Et donc évidemment après vous venez m'écrire en MP pour me poser des questions, ça me prend du temps, ça me saoule, donc je fais un super live pour vous. J'espère bien que vous allez participer. Voilà. L'histoire du programme Squat Everyday part du confinement. Et au confinement, je vois mes copains de Power Camp, qui sont des bons copains. Mes copains de Power Camp, dont un qui s'appelle Louis Le Guenec, son pote met en commentaire « Ah, t'as repris Squat Everyday ». Donc tout de suite j'envoie MP, je dis « C'est quoi ça les mecs ?» Et donc Mehdi Alani, qui est un très bon mec, me dit non je me suis trompé en fait, c'est pas du tout ce qu'il fait. Lui il s'est fait un programme de squat de 4 séances par semaine. Le concept de What Holiday c'est autre chose. Et je dis ouais explique-moi parce que moi ça m'intéresse. Ça fait des semaines que je galère donc voilà, j'ai un objectif et ça m'intéresse. Il me dit écoute je vais t'expliquer, c'est un programme que j'ai fait pendant 2 ans. 2 ans. Ouais, pendant 2 ans, il a fait Squat Everyday, ce mec. Et le principe de Mehdi, c'est qu'il s'entraîne jamais. Et que derrière, on lui explique qu'il y a une compète. Il vient s'entraîner 3 fois. Et il fait des grosses barres. Donc voilà. Donc je dis, ça m'intéresse. Mais est-ce que c'est le programme bulgare, là, où tu fais des RM tous les jours? Et il me dit oui. Mais ce concept-là, il fonctionne pas si t'es dopé, si t'es pas dopé, en fait. Donc, ça marche pas. Donc moi je l'ai fait d'une manière différente. Ouais, moi je l'ai fait, alors il m'a expliqué qu'il avait fait d'abord tout en back squat. Après il a fait back squat, front squat. Et après il l'a fait avec ceinture. Et il me dit voilà, les ressentis c'est ça, faut ajouter du renfort à côté, du gainage parce que tu pètes. Et il me dit le vrai système de Squat Everyday, c'est pas le 1RM que tu fais tous les jours. Le vrai système de Squat Everyday, c'est les variations que tu mets après le 1RM. Il me dit donc voilà, il y a des moments où je te conseille de vraiment suivre la méthode de base qui est une fois 1, donc le 1RM, et derrière vous faites un truc, je crois que c'est 2 x 2 à 95% et 2 x 3 à 90%. Donc je commence, je vais chercher un rack à squat, je le mets sur ma terrasse, comme vous avez pu me voir le faire sur les réseaux. Et je commence. Et comme moi j'expérimente à peu près tout, ce que je trouve, j'ai décidé de monter une bande, j'ai monté un gang. Donc dans mon gang, j'avais par exemple Anthony Serp, CrossFit La Ciotat, qui l'a suivi avec moi. J'ai Orlan, le coach que j'ai recruté chez moi. J'ai Alex Sonnette, qui est un coach qui suit ma programmation depuis longtemps, ma certification, qui l'a suivi. Bref, on s'est fait un gang on était 10. Une dizaine à vouloir essayer. Donc ça m'a permis pendant les 12 premières semaines de voir comment ça se passait. Il y en a qui ont fait des PR tout de suite, il y en a qui se sont sentis très bien. Moi j'ai explosé d'entrée les 3 premières semaines, c'était vachement bien. Très grosse barre, très bonne sensation, tout ce qui était lourd avant était léger en fait. J'ai commencé sans ceinture pendant 3-4 semaines pour me faire un bon gainage. Pas de douleur, etc., etc. En fait, le premier précepte de Squat Everyday, et ce que les abrutis qui parlent ont pas compris,
c'est que en fait tu peux squatter tous les jours à partir du moment où tu as compris la définition de 1 RM du jour. Et 1 RM du jour, c'est pas 1 RM. 1 RM du jour, par exemple, j'ai un front squat à 171 kg. 1 RM du jour, c'est souvent 150 kg parce que au-delà, régulièrement mon dos se défixe. Donc je monte pas au-delà, je vais pas me mettre une ceinture pour éclater une grosse barre. Voilà, c'est mon 1 RM. Au-delà de ça, je m'arrondis vraiment, je perds de la vitesse. Stop, basta. Et ensuite, les reps que vous faites sont en fonction du 1 RM du jour. Donc, la première manière de louper squat everyday, c'est d'avoir trop d'ego et de toujours vouloir faire une barre super lourde. Il faut comprendre que votre progression va se faire par palier. Moi, par exemple, je suis resté quasiment 13 semaines à faire 180 kg à chaque séance de back squat. J'ai réussi une ou deux fois 190, je crois. Et d'un coup, au bout d'un moment, en fait, j'ai passé 200 kg en back squat, ce qui était mon objectif. Et maintenant, chaque séance de back squat, je finis mon 1 RM à 190 kg. Aucune douleur au dos, aucune douleur au genou. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je me suis pété le genou. Je me suis fait un très gros syndrome rotulien pendant 1 an et demi. Donc à plus pouvoir plier la jambe, je continue à m'entraîner, j'en parlais pas trop, j'ai vu des tonnes de spécialistes. Ouais, il faut que tu ailles voir lui, c'est le kiné de l'équipe de France d'athlétisme à Saint-Raphaël, il faut que tu ailles voir lui, il a opéré les genoux des joueurs de l'Arsenal, bla 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 bla. Et mon expérience m'a montré que en fait quand vous avez un problème du genou, ça vient jamais du genou, ça vient systématiquement soit de la hanche soit du pied. Oh putain, il a dit le mot pied. Bah oui, c'est la raison pour laquelle on squatte pieds nus. Donc encore une fois, comme quoi tu peux, au vu de ce qui me revient aux oreilles, tu peux être kiné et être quelqu'un de brillant, et tu peux être kiné et être un gros con. Squatter pieds nus, pourquoi c'est bien? En fait, vous devez comprendre un truc, on peut être kiné et pas posturologue, hein. C'est un fait. Moi, je suis pas forcément posturologue, mais j'ai fait des formations de posturologie pour le devenir et pour comprendre comment ça marche. Donc, le pied est un capteur postural, qu'on appelle le capteur podal. Le capteur podal chez la majeure partie de la population ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles la société est blindée de gens qui sont scoliotiques, qui sont avec des dos qui partent dans tous les sens, c'est qu'en fait, votre pied il est au sol et la peau du pied contient un nombre de capteurs incalculable, beaucoup plus dense que sur le reste de votre peau. C'est ce qu'on appelle le capteur podal. Ce capteur podal est censé gérer votre posture en fonction de la gravité. Problème. On vous met des chaussures depuis que vous marchez, depuis que vous avez 2 ans, votre capteur podal fonctionne plus et il y a tout qui part en couille. Moi, j'ai commencé à ne plus avoir mal aux genoux le jour où j'ai commencé à mettre des semelles et je suis tombé sur un podologue brillant qui m'a dit « Guillaume, je te fais des semelles, ça risque de fonctionner. Par contre, il faut surtout pas que tu les gardes. C'est-à-dire que tu vas les mettre le temps que tu en as besoin, mais ton pied a tendance à s'affaisser. Moi, je te fais une semelle qui va te rehausser le pied. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton pied en réflexe va encore plus prendre appui sur cette semelle. Et donc, ton pied va s'affaisser de plus en plus. Je te fais une semelle, mais tu dois travailler ton pied. Ah bon? Les pieds se travaillent. Ah bon? Donc, j'ai commencé à beaucoup bosser pieds nus. Et là, miracle, plus de douleur aux genoux. Au passage sur protocole de PM, j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent et systématiquement à chaque fois qu'on refait travailler les jambes pieds nus, les douleurs du genou sont vraiment largement atténuées. Donc oui, squatter pieds nus va vous faire un bien fou. Au passage, une des raisons des énormes raideurs et des manques de mobilité, c'est comme en fait votre capteur podal ne fonctionne pas. En fait, il y a des muscles qui ne font pas leur rôle, il y a des muscles qui ne travaillent pas et donc il y a d'autres muscles qui prennent le relais. Sauf que ces muscles-là, ils sont pas faits pour attraper le boulot du pied. Et donc, vous perdez votre mobilité de cheville, vous perdez votre mobilité de hanche. Quand le capteur podal ne fonctionne pas, le pied n'est plus stabilisé par lui-même. Donc, en fait, en réflexe, c'est la hanche qui, elle, va se figer. Et donc, vous perdez la mobilité de hanche alors que ça n'a aucun rapport avec votre hanche. Et vous pouvez mobiliser votre hanche si vous n'avez pas compris que le problème part du pied. Votre hanche ne se libérera jamais. Donc, oui, travailler pieds nus est extrêmement important. Et alors, par rapport à ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, être un kiné et expliquer qu'en squattant pieds nus, on peut se faire plus mal qu'en squattant aux chaussures,
On en est vraiment au level -2 de la médecine. Hein, on est clair. Là, faut vraiment retourner en formation. Il faut vraiment se former. Et il faut arrêter les produits et être con parce que c'est gravissime d'être aussi con. Hein, voilà. Bref, passons. Donc travailler pieds nus est la meilleure chose qui peut vous arriver. Au passage, on va pas faire des formations de 8 jours sur comment réactiver son capteur podal. C'est très simple. Marchez pieds nus. Entraînez-vous pieds nus. Faites des fentes pieds nus. Courir pieds nus sur le gravier, bon, hein, pas terrible. Mais moi, mes kinés du sport passent leur journée pieds nus dans leur cabinet. Ce sont des gens brillants qui m'ont beaucoup aidé à comprendre, et c'est d'ailleurs des clients de ma salle. Accessoirement, on travaille ensemble. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans une masturbation intellectuelle sur comment régler ces problèmes de pied. Vous avez un pied qui fonctionne pas, enlevez vos shoes et faites les choses par vous-même. Vous allez voir que vos pieds sont pas cons, votre capteur podal n'est pas mort, c'est juste qu'il ne travaille pas. Et donc ça va se régler à force de mettre les pieds au sol. Au passage, si vous avez des problèmes de genoux, vous avez bien compris que c'était intéressant. Mais si vous avez des problèmes de dos, c'est aussi très intéressant. Hein, puisque vous avez compris que le dos va se fixer par rapport pour rattraper la stabilité que le pied ne gère plus. Et donc, eh bien, vous allez sûrement relâcher les tensions que vous avez dans votre dos quand votre pied va recommencer à travailler, à refaire son boulot. Voilà. Reprenons Squat Everyday. Donc vous comprenez pourquoi squatter pieds nus et vous comprenez d'où vient Squat Everyday. Squat Everyday est un programme qui existe. Vous pouvez trouver le PDF gratuitement sur internet. Il y a un PDF gratos d'ailleurs que m'a conseillé Mehdi quand je lui ai demandé, que c'est Greg Nichols, je crois qu'il a fait, et vous pouvez télécharger gratuitement le programme. Le problème, c'est que très vite vous avez des difficultés à tenir le 1RM plus le 2x2 à 95%. Ça, c'est très difficile. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, on s'est tous aperçus dans le groupe qu'on a créé que ça devenait super compliqué. Parce que vos charges ont augmenté, 2x2 à 95 après le 1RM, ça vous pulvérise complètement. Voilà. Donc la variation est importante. Moi, par exemple, j'ai vraiment pas de masse musculaire dans les guibolles. Donc après ça, je suis parti sur du 5x5. Le 5x5, de temps en temps, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Dans le programme que j'ai créé, qui n'y est pas dans le Squat Everyday de Greg Nichols ou dans le Bulgarian Squat Programming original, c'est le renfo qui est avec. En effet, toute la partie hypertrophique, tous vos faisceaux musculaires hypertrophiques vont vous aider à stabiliser vos segments, vont vous permettre de garder vos genoux dans l'axe, vont vous permettre par exemple de travailler l'activation de vos fessiers spécifiquement. Moi j'ai des gens qui suivent cette programmation et qui arrivent avec des squats qui sont vraiment pas bons en termes de gainage, en termes de maintien de la posture de la colonne vertébrale, et on voit très bien que leurs fessiers sont absolument pas actifs. Donc par le renfort hypertrophique, par exemple en unilatéral, on arrive à faire en sorte que les écarts de force sur la jambe gauche et la jambe droite n'augmentent pas. Si vous faites que des squats sans le renfort à côté, par exemple vous aviez une jambe gauche plus forte que la droite ou inversement, ça c'est le cas chez tout le monde, mais si vous faites pas régulièrement d'unilatéral, cet écart va vraiment augmenter, et donc eh bien vous allez finir par vous blesser. Le but d'un programme d'entraînement, c'est sûrement de vous mettre plus en forme qu'avant, mais clairement pas de vous blesser. Donc dans ma méthodologie, par rapport à 2PM, j'ai intégré aussi un système de renfort, on va dire 360, qui pour l'instant porte ses fruits. On vend ce cycle sur 12 semaines. On fait une consultation technique du squat de la personne avant qu'elle commence. Donc on lui dit qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, qu'est-ce qu'il faut pas qu'elle fasse. Elle a le renfort avec, pour l'instant c'est PR sur PR et aucun blessé. Mais je ne vous conseille pas de vous lancer
sur ce programme que vous pouvez télécharger vous-même gratuitement, la version de Greg Nichols. Je vous l'ai déjà résumé, en vrai de toute façon, c'est un RM du jour, 2 x 2 95%, 2 x 3 à 90%. Vous pouvez le faire qu'en front squat, vous pouvez le faire qu'en back squat. Moi j'alterne back et front. Au départ c'est 5 fois par semaine, voire 6, et moi je le fais carrément 7 sur 7. Ça fait 15 ou 16 semaines que je squatte 7 sur 7. Mais encore une fois, je m'écoute. Là où les gens vont avoir du mal avec ça, c'est que y a des jours où vous n'avez pas envie de squatter. Et où votre corps vous l'explique bien en fait. Votre corps vous explique bien que vous n'avez pas du tout envie de squatter. Vous allez le faire parce que le programme fonctionne, parce que vous mettez plus de 85% de votre max au moins une fois par jour sur votre dos et que vous faites un squat avec. Mais il faut penser long terme. Il ne s'agit pas d'aller se satelliser un bassin ou un genou pour faire la rep qui tue et se briser comme un cartable. Au passage, commencer un programme aussi lourd en n'ayant pas une technique au squat intéressante est une erreur. Je vais prendre l'exemple de Julien Catelin de Arras qui m'a contacté pour faire Squat Everyday. Je lui ai demandé une vidéo de son squat. Heureusement qu'il n'a pas commencé Squat Everyday par lui-même, parce que son squat était vraiment pas bon. Donc la première phase qu'on a fait avec Julien, c'est qu'on a redéfini quelle amplitude il devait travailler au squat. Son squat était vraiment pas assez profond, son buste était vraiment trop penché en avant. Cette personne a fait le taf. Cette personne a fait le travail. Elle a déchargé sa barre de 20 ou 30 plombes et elle a recommencé de zéro. Il squattait 160 et quelques, il m'a renvoyé des vidéos à 120, 130 avec une belle amplitude, une belle posture. Je lui ai dit, feu, on commence. Il est venu en squat, il est venu en Watt Holiday et il nous a fait un magnifique PR. Premier jour 185 kilos je crois, et fin des 4 jours, il nous sort un monstrueux 195, et là il y a 2 jours il nous fait 197. Aucune blessure, une amplitude vraiment beaucoup plus profonde. Voilà, c'est ça le concept. Le concept c'est qu'on s'écoute, on travaille propre, on bosse, et le corps récupère. La doctrine de Greg Nichols, et la doctrine des gens qui font Squat Everyday, c'est qu'il n'y a pas de surentraînement. Il n'y a que des gens pas assez entraînés. Mais par contre, il faut pas être teubé. C'est-à-dire que il faut s'écouter. Et il y a des jours où votre dos il veut pas. Il y a des jours où votre dos, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il veut moins. Vous avez vraiment bourriné la tronche la veille. Voilà. Eh ben vous aviez prévu de faire une rep max et un sac x5. Et peut-être que vous allez faire que la rep max un peu moins lourd que ce que vous aviez prévu. Et vous ferez pas la suite. Vous vous en foutez de toute façon parce que vous allez squatter très régulièrement. Donc en vrai, le taf il est fait. Vous avez de la patate, vous avez du gaz, le placement il est ok. Eh ben vous n'avez pas forcément prévu d'en mettre, vous en mettez. Une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut coupler ça avec une programmation de CrossFit ? Alors, je vais vous expliquer de manière très simple. Ce qui est très drôle, c'est que ça fait des années que j'explique aux gens que c'est pas en faisant plus de Metcon qu'ils seront meilleurs en CrossFit. Et cette semaine, j'ai reçu la newsletter de Brute Strength aux États-Unis. J'ai reçu la newsletter de Invictus. Et c'est drôle parce que ils ont tous décidé d'attaquer ce thème. Est-ce que faire plus de Metcon vous rendra meilleur en CrossFit ? Ce que j'ai expliqué dans mes Watt Holidays, ce que j'explique aussi dans ma certification coach, c'est que non. C'est pas en faisant plus de Metcon qu'on devient meilleur. Non. Si actuellement votre facteur limitant c'est les muscle-up, il vaudrait peut-être mieux faire un Metcon de moins par semaine et pendant 12 semaines travailler au muscle-up. Si actuellement votre facteur limitant c'est que quand il y a des squat clean à 60 kg dans un WOD, au bout de 15 reps vous êtes en décès morbide, il vaudrait mieux se faire des vraies jambes. Donc gardez 1 ou 2 watts par semaine, pas de problème pour garder la condition physique, mais augmentez vos skills, augmentez votre mobilité et augmentez votre force maximale qui est le réservoir de tout ce qui va se passer derrière. Donc ça c'est vraiment important que vous y cogitiez. Donc est-ce que je peux faire Squat Everyday avec une prog de CrossFit ? Vous pouvez, mais vous pouvez pas tout faire correctement. Donc à un moment, il va falloir vous poser la question de quelle est votre priorité. Si actuellement vous êtes un homme, vous visez la compétition avec votre back squat, c'est 130 kg en galère, eh ben, je vous conseille de faire un programme de squat, Squat Everyday ou un autre, et de continuer à WOD, mais de pas mettre
toute votre énergie là-dedans, puisque vous ne pourrez pas être à 100% d'intensité sur votre force et à 100% d'intensité sur vos Metcon. Il n'y a que les menteurs. Il y a que les menteurs qui vont vous faire croire qu'on peut faire les deux. Ce sont des menteurs, d'accord? Par contre, quand vous serez passé d'un back squat à 130 plombes en galère à un back squat régulier à 160, vous verrez que bizarrement, quand vous allez faire le transfert, parce qu'il y a un transfert à faire qui dure plusieurs semaines, afin que ça puisse se transférer sur votre force-vitesse et sur votre endurance de force, mais vous verrez que les reps à 80 kg en squat clean en WOD, bon, ça sera moins compliqué. Vous verrez que quand vous allez destroncher un asso bike, bah évidemment, vaut mieux le faire avec des cannes qui répondent que des cannes qui répondent pas. Donc voilà, c'est très simple. C'est très simple. C'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, vous pouvez le faire avec votre prog de CrossFit, mais à un moment, je vous conseille de fonctionner par priorité. Il y a beaucoup trop de gens qui sont scaled après 4 ans de CrossFit parce qu'ils n'ont jamais priorisé la gym, mais par contre, c'est des machines de burpees et de snatch à 25 kg. Hein. C'est génial, mais t'as toujours pas les DU et tu fais pas de muscle-up. Donc en fait, on s'en bat les couilles que tu sois un champion de burpees et de box jump, parce qu'en fait, tu n'es rien, en fait. Donc c'est pas grave, tu as oublié que le CrossFit c'était d'abord le développement des habiletés avant le développement de l'intensité. Hein. Mécanique, constance, intensité. Les 3 étapes. Ensuite, une des questions qui revient régulièrement. Est-ce que c'est possible de corriger une posture avec un buste penché quand on... Oui, c'est complètement possible. Là, j'ai mon ami Jérémy Rigui et sa chérie Lynn qui sont du Luxembourg en coaching week. Et ça fait 15 jours, on est dans leur 2e semaine et tous les jours on travaille à améliorer leur posture. Et on a déjà des énormes bénéfices. On a fait un What Holiday il y a une semaine, il y a 10 jours, il y avait presque 50 personnes. Vous pouvez demander les témoignages des gens, l'amélioration de leur posture sur 4 jours, à quel point c'était énorme. Parce que le truc c'est que quand on critique quelqu'un qu'on connaît pas et qui se montre pas, qui se met pas à l'épreuve, bah, ça peut passer. Mais moi le problème c'est que j'ai reçu presque 100 personnes en coaching personnel de toute la France, de toute la Suisse, de toute la Belgique, du Luxembourg depuis le 11 mai. Bon, les preuves elles sont là, hein. C'est compliqué après de dénigrer quand on voit les améliorations chez les gens. Et au passage, encore une fois, les améliorations sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que tout le monde éclate un PR sur une semaine pour ensuite aller chez l'ostéo parce qu'ils se sont fait un dos. Là, on parle de gens qui ont fait squatter les 4 premières semaines pieds nus, sans ceinture, sans genouillère. Je prends l'exemple de Mickaël Dupuis, le head coach de CrossFit Carcassonne. Quand il a voulu faire squat everyday, qu'on lui a dit enlève ta ceinture, enlève tes chaussures d'haltéro, enlève tes genouillères, ça lui a fait tout drôle. Aujourd'hui, il squatte son ancien RM, mais à poil. Donc vous imaginez le développement de gainage qu'il y a eu, vous imaginez le développement de force qu'il y a eu, le mec va se rééquiper, il va tout exploser. Donc voilà, moi je reçois dans mes salles, je coach tous ceux qui le demandent et les preuves d'amélioration sont là. Donc oui, c'est complètement possible de corriger une posture. Surtout que partir avec le buste penché est vraiment un problème vu que vous travaillez plus le dos que les fessiers, c'est un problème. Est-ce que je WOD à côté sur les autres modalités? Je le fais pas parce que ça m'intéresse pas. Actuellement, j'en ai absolument rien à faire de WOD. Mais par contre, Orlan le fait. Tous les gens que j'ai sur Squat Everyday n'ont pas arrêté leur Metcon et il n'y a personne qui s'en est plaint. Donc, je ne vois pas trop quel pourrait être le problème. Encore une fois, à partir du moment où vous avez compris que c'était juste une période. Voilà, il y aura pas de problème par rapport à ça. Ensuite, quelles sont vos autres questions? Tu penses quoi du travail unilatéral justement? Je pense que le travail unilatéral est absolument nécessaire. Enfin, c'est même pas question de... Il n'y a même pas de question à se poser. Vous devez en faire. Vous devez en faire au moins une fois par semaine si vous voulez pas être pété. C'est le concept de la séance gratuite qu'on offre tous les jeudis sur nos pages pour que les gens puissent les faire dans leur salle. C'est entièrement gratuit. Vous suivez la page de PM, la page Jouer Athlétique et parfois la mienne quand je la partage. Vous aurez des séances avec des exos que vous n'avez peut-être jamais fait, que vous ne referez peut-être jamais. Beaucoup d'unilatéral, ce qui vous permet de bosser l'ensemble de vos chaînes, mais indépendamment les unes des autres.
Et c'est ce qui va vous permettre de ne jamais vous faire mal. Donc voilà, ça c'est encore du contenu gratuit qu'on vous offre. Rien ne vous empêche sur un open gym. Il y a même des gens qui les font dans des fitness parks. Il y a des gens qui les font dans des basic fit. Et en fait, on s'en fout. Tant mieux qu'ils le fassent. Voilà, en faisant ça, vous vous ferez jamais mal. Vous pouvez additionner ces séances à votre entraînement, qu'il soit crossfit, haltéro, peu importe votre programmation. Ça vous fera du bien. Si squat everyday, faut-il réduire le volume de flexion en haltérophilie? Ça dépend. J'ai envie de te dire, si tu commences à avoir les genoux qui pleurent et le bas des lombaires qui râlent, oui, c'est peut-être intéressant. Moi, actuellement, j'ai connu les gros problèmes de genoux. Actuellement, j'en ai plus aucun. Là, tu vois, juste avant, j'ai fait un 3x1 à 140 kg au clean, alors que ce matin, j'ai squatté 190 plombes. Mes genoux n'ont rien. Même pas un début d'inflammation, et comme je vous dis, j'ai été assez inflammé, j'ai été assez blessé pour savoir exactement de quoi je parle sur le sujet. Donc non, pas spécialement, non. Et au passage, si vous êtes bien fait, si vous n'avez pas trop de déséquilibre musculaire, en vrai, ce qui va vous exploser au squat, c'est le dos. C'est pas les genoux. Les genoux, bon, si vous avez mal aux genoux, c'est que vous avez une faiblesse au niveau des genoux et que vous avez un déséquilibre musculaire. Mais le gros problème de squatter lourd, c'est que la flexion de bassin, elle, va vous mettre le bas du dos à rude épreuve. Et donc, c'est pour ça que la première consigne que je donne dans la notice de Squat Everyday, c'est que dès que votre buste penche plus que de raison, il faut arrêter. C'est votre ARM du jour, parce que vous devez comprendre un truc, c'est que tout le monde parle surentraînement, mais personne ne sait de quoi il parle. Surentraînement, il y a deux manières de faire du surentraînement. Il y a un surentraînement qu'on va appeler le surentraînement surrénal. C'est qu'au bout d'un moment, votre glande surrénale en a marre de faire du cortisol, et soit elle décide d'en faire à outrance, soit elle décide de plus en faire. Peu importe. Mais ça, c'est un stress qui arrive par le stress de la vie de tous les jours, et aussi par un volume d'entraînement dans l'intensité beaucoup trop important. Donc par exemple, quand vous faites beaucoup trop de lactique, ça c'est pas bien. J'ai expliqué dans mes différents séminaires pourquoi finir un AMRAP 30 minutes en accélérant comme un mongolien les 3 dernières, c'était vraiment pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un AMRAP de 30 minutes. Mais c'est pas le sujet, je vais pas épiloguer là-dessus. C'est juste pour vous expliquer que le surentraînement peut être donc de deux ordres, surrénal ou spinal. Le stress spinal, c'est intéressant. Après les games, vous voyez des mecs comme Noah Olsen qui ont décidé de plus toucher de barres lourdes, donc plus prendre d'appui au niveau de leur colonne, et qui pendant 3-4 semaines se mettent des chaînes autour de la taille. Ils se mettent au-dessus de 2 box en laissant espace pour que les kettlebells qu'ils ont attachés entre les jambes passent. Et en fait, ces gens-là travaillent leurs jambes, mais en n'ayant plus de poids sur leur colonne vertébrale. Le stress spinal arrive quand vous prenez trop de flexion de colonne. Donc le premier principe qu'on veut éviter, on ne rentrera pas dans le stress surrénal, je pense, avec un programme comme Squat Everyday. Il n'y a pas assez de volume de répétition et on ne rentre pas du tout dans un effort lactique. Par contre, on peut tomber très fort dans un stress spinal. Si vous êtes têtu comme une mule et qu'à chaque fois que vous squattez, vous vous laissez pencher en avant pour remonter, là, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas, vous avez vu, j'ai un programme qui s'appelle Leg Strength, où là vous squattez 3 fois par semaine. C'est une variation du Russian Squat Programming que j'ai prolongé sur 20 semaines. Je l'ai moi-même fait, j'ai eu des super résultats. Mika de Fréjus l'a fait. C'est le programme que j'ai donné à ma team compète sur l'année dernière, ça a hyper bien fonctionné. Mais bon, celui-là, je passe pas par un phénomène de consultation. Squat Everyday, je suis obligé de voir vos mouvements. Je vous oblige à m'envoyer des vidéos de votre back et de votre front squat. Et je vous donne la notice explicative de ce que vous devez faire et pas faire. Parce que si vous êtes têtu comme une mule, vous allez aller dans un niveau de déformation non acceptable. Et ce qui est drôle, c'est que les détracteurs de Squat Everyday ou de moi sont les gens qui vont dans des niveaux de déformation que n'importe quel humain fait, finit, je sais pas, tétraplégique en fait. Voilà. Donc vous n'êtes pas ça. Vous ne supporterez pas ces niveaux de déformation. Donc vous ne devez pas le faire. C'est aussi pour ça qu'on demande aux gens, dans les 4 premières semaines, de ne pas utiliser de ceinture. Parce que justement, vous n'allez pas bosser. Vous n'allez pas faire l'effort de corriger par votre système postural, par votre système musculo-squelettique, votre technique de squat. La ceinture va prendre le relais.
Et ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez un développement de votre force de position autant qu'un développement de votre force motrice. Donc, qu'est-ce qui va jouer force de position ? Eh ben, ça va être l'angularité de votre tronc. Qu'est-ce qui va jouer force de mouvement ? Force motrice, ben, ça va être vos membres inférieurs. Donc, par rapport à ça, on passe par un phénomène de consultation pour bien vous expliquer ce qu'on attend de vous et que vous ne vous laissiez jamais piéger par l'ego. Est-ce qu'on peut répéter l'extrange toute l'année ? La réponse est oui, la réponse est non. Je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir. J'ai déjà fait des programmes de squat, dont un programme s'appelle le 7-13, qui est un programme que j'avais fait en 2017. Et je faisais que des squats. J'étais complètement asthmatique. J'ai adoré ce programme. Putain, il m'a explosé les guibolles. Et j'étais monté très 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 lourd au clean grâce à ce programme, puisque c'est un programme qui est absolument génial en termes de volume. Problème, c'est que quelques mois après, j'ai voulu le refaire. Et en fait, j'ai explosé comme un popcorn. Donc, je ne sais pas si tu peux faire l'extrange. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir répéter 2 fois à quelques mois d'intervalle un cycle aussi volumineux. Et l'extrange est quand même vraiment volumineux. Alors que là, tu vois, comme je m'écoute, je bosse correctement, je peux faire l'extrange pendant 150 jours d'affilée, ça ne pose aucun problème. Je ne prends aucun jour de repos. Et au passage, ce qui est drôle, c'est que je suis connu pour pas forcément être l'athlète le plus mobile qui existe. Donc, comme je suis pas un abruti, je m'oblige à faire une routine de mobilité avant chaque séance de squat, même si j'ai que 1 RM à faire. Donc, l'anecdote, c'est que d'avoir créé ce rituel de faire des squats tous les jours 7 sur 7, qu'est-ce que ça a eu pour effet ? C'est que ça a implanté un rituel de faire de la mobilité tous les jours. Et ça, c'est vachement bien parce que j'ai donc créé une routine de mobilité qui est disponible pour les gens qui suivent ma certification coach. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont adopté, qui en sont super satisfaits. Ça me prend 10 minutes par jour et ça me permet de complètement me déverrouiller. Et donc j'ai aussi une très bonne progression en haltéro, de par le fait que ça fait plus de 140 jours que je me tape une routine de mobilité tous les jours. Moi qui déteste vraiment ça. Donc, comme quoi, il suffit juste de faire du travail intelligent et de ne pas prendre tous les mots au pied de la lettre pour que les choses fonctionnent. Est-ce que vous avez d'autres questions ? 202 personnes sur un live, on est monté à 215. Incroyable. Franchement, les amis, quel succès. Quel succès. Nerveusement, comment gères-tu de squatter tous les jours ? Jess, tu m'as déjà posé cette question, mais c'est intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de souci sur le système nerveux. Je le répète, parce que tu fais pas 1 RM max tous les jours, tu fais 1 RM du jour. Donc à partir du moment où tu t'écoutes et où tu ne vas pas exploser ton système nerveux 7 sur 7 en rentrant dans un niveau de déformation que tu ne peux pas supporter sur le long terme, eh bien, tu n'as pas de stress nerveux. Ton corps est fait pour envoyer des influx à plus de... Voilà, comme je vous dis, moi un RM front de squat, c'est 171 kg. Là, pendant les 5 dernières séances de front squat, j'ai fait que 150. Hier, j'étais vraiment en forme, j'ai fait 160. J'ai un RM à 200 depuis pas longtemps, mais je ne vais jamais à 200 plombes. Je suis content d'avoir fait ces quelques derniers jours à 190 kg. Mais vous confondez totalement et vous n'arrivez pas pour la plupart à comprendre la différence entre RM du jour et RM. Je l'ai déjà dit, Nassim, le RM du jour, c'est le plus lourd que tu peux soulever sans te déformer. C'est simple. À chaque fois que ton buste penche, que tes genoux rentrent ou que tu montes, c'est que tu es allé au-delà de ton 1 RM du jour. C'est le même problème dans les progs d'haltérophilie. Il y a des progs d'haltérophilie type bulgare. Weightlifting 100 utilisait beaucoup ce principe à une époque où on vous dit
1 RM du jour au snatch, et ensuite 2 x 2 à 90%, 3 x 3 à 80%. Et ces programmations ont donné des surentraînements gigantesques et des dégradations techniques chez les gens. Parce que le moindre mongol, et vous devez, vous, faire l'effort de ne pas faire partie de ces gens, quand tu lui dis 1 RM du jour, le mec, il veut absolument faire un PR. Mais putain, j'ai 1 RM à 120, ça fait 2 ans au snatch. J'ai dû la renvoyer 2 ou 3 fois des blocs. Et c'est tout. C'est tout. Vous dreamez complètement. Vous pouvez en parler par exemple avec Benjamin Hennequin. On a eu des longues discussions là-dessus. Benjamin Hennequin, il a 1 RM au snatch à 165 kg, si je dis pas de conneries. Mais le mec, à l'année, quand il envoie 140 à l'entraînement, il est content. Vous croyez qu'un mec comme Redon Manouchi qui envoie 175, il envoie des 175 à l'année? Mais vous trompez complètement. Regardez les barres, regardez la page de Redon qui publie ses entraînements, et vous verrez que le mec, quand il envoie un doublé à 150 et quand il envoie une rep à 160, il est vraiment content. Mais vous n'arriverez jamais à faire votre PR régulier tout le temps. C'est une habitude qui est très mauvaise. Parce que c'est une habitude qu'on prend quand on est débutant. Quand on est débutant, à chaque fois qu'on soulève une barre, on fait un PR. Donc vous arrivez, vous êtes une brêle, comme je l'ai été aussi quand on débute, on prend une barre à vide, elle pèse 1 tonne, au bout d'un mois, putain, on envoie 40, 50, 60 kilos, on fait des PR à chaque séance. Et là, on croit qu'en fait, à chaque fois qu'on nous demande de faire un RM, il faut faire un PR. Mais ça, c'est la débilité. C'est de la débilité. C'est de la débilité. Vous devez pas faire ça. Non, Redon, il fait pas des PR sur ses séminaires, non. Non, la plus grosse barre qu'il a fait, c'est 175 kg en compétition. Et non, il fait pas 175 kg pendant ses séminaires. Non, tu te trompes. Il fait peut-être des PR en power, il fait peut-être des PR, mais pas sur sa barre max. Non, ça, tu te trompes. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que vous confondez profondément 1 RM du jour et 1 RM. Donc, c'est un problème. Parce qu'en fait, quand on vous demande de faire un RM du jour, c'est quelle est la barre la plus lourde que tu peux soulever sans dégradation technique. À partir du moment où sur un snatch, tu commences à lever le cul en deltaplane, tu commences à avoir ta barre qui tombe de main à manquer de tirage, il y a la loupée, et que c'est pas juste parce que t'étais pas concentré ou juste parce que t'as fait une grosse faute technique, c'est-à-dire que t'es pas capable de la remettre direct en fait, eh ben c'est que c'est trop lourd. Et le fait de vouloir toujours repousser cette limite, fait que vous vous enfoncez petit à petit dans la dégradation technique. Parce que j'ai encore un autre scoop pour vous. Votre cerveau, votre système musculo-squelettique, votre système, ce qu'on appelle vos patterns de mouvement, ne réfléchissent pas à savoir quand elles décident d'enregistrer un geste ou quand elles ne l'enregistrent pas. En fait, il n'y a pas de bouton on-off. Vous faites un truc, vous l'enregistrez. C'est comme ça que le système fonctionne. Donc à force de faire des barres dégueulasses parce que vous avez un ego beaucoup trop élevé et vous vous êtes dit je vais passer cette barre, donc peu importe, je vais la faire, et bien en fait vous devenez de plus en plus dégueulasse. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec les compétiteurs que j'entraîne qui comprennent pas ça. Même des associés à moi, même des gens dans mes salles, les mecs ne comprennent pas. Les mecs ne comprennent pas. Et ils comprennent pas pourquoi. Moi, je travaille régulièrement. Je fais pas des barres de ouf à l'entraînement, mais je travaille régulièrement. Voilà. Donc, je voulais 200 kg au back squat. J'ai commencé le confinement, j'étais à 160 parce que pendant quelques jours, j'avais pas squatté. Je suis très vite monté à 180 qui était mon RM régulier. Et j'ai travaillé. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas squatter tous les jours. Tant que tu te blesses pas, ça va monter. Ça va monter tout seul. C'est monté tout seul. Tu stimules. Le corps y répond, il est fait pour ça. Si tu manges et que tu dors et que tu te blesses pas, ça va augmenter. Donc vous devez absolument arrêter de confondre un RM du jour. Donc, autre question. Est-ce que ta prog From Zero to Hero comporte ce travail de renforcement? Ce qui différencie un scaled d'un RX, c'est de base qu'il n'a pas la musculature nécessaire pour être capable de maintenir une trajectoire. Donc, il n'est pas capable de maintenir une trajectoire en gym, et il n'est pas capable de maintenir une trajectoire en haltéro. La base de From Zero to Hero, c'est le renfo. C'est une espèce de programmation d'EPM à viser compétition CrossFit. Donc il y a plus de renfo dans From Zero to Hero que dans toutes les programmations du monde qui puissent exister. Donc bien sûr que y a du renfo dans From Zero to Hero, puisque en vrai, et nous on le voit à la salle tous les jours, dans mes salles,
on fait faire du renfort à bloc aux débutants. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun blessé dans nos salles. Et c'est pour ça que les gens des autres salles, de toute la France, Belgique, Suisse, Luxembourg, ben, viennent ailleurs en fait. Eh ben oui, parce qu'en fait, il y en a qui bavassent là sur internet. Mais en fait, il y a qui de mes clients qui vient dans vos salles et qui suit vos programmations, en fait? Zéro. Moi par contre, des gens de vos salles qui sont brisés comme des cartables et qui m'appellent pour les replacer correctement ou qui stagnent depuis 2 ans et qui viennent me payer 300 balles la semaine pour que je les coach, ben en fait, je suis plein mais parce qu'on était confinés, je pouvais pas le faire avant, jusqu'à fin octobre. Et je suis obligé de les prendre par 6 les gens en fait. Et je fais des what holiday, on est 50. Donc vous pouvez parler, je vous entends pas. Moi je m'achète des Rolex, je vous entends pas. Je vous entends pas. Donc on prouve tous les jours à la salle, on prouve tous les jours dans nos coachings, on prouve tous les jours dans nos séminaires d'entraînement que nos méthodes fonctionnent. Penses-tu qu'on est capable de développer notre force de la même manière où certaines personnes ne seront jamais capables de squatter 60 kg, peut-être avec une bonne technique? Alors, c'est une question très intéressante. Les meilleurs athlètes du monde, quand ils vous racontent que hard work pay off et qu'ils sont pas meilleurs que vous, c'est juste qu'ils travaillent plus que vous, c'est le plus gros foutage de gueule du monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté de suivre les athlètes français. C'est pour ça que je suis même pas à la page de Rich Froning. C'est pour ça que Matt Fraser, il est gentil, mais ça m'intéresse pas du tout. C'est ce microcosme sportif de haut niveau qui fait rêver, qui participe au développement du sport, etc. C'est un univers qui est quand même particulièrement mensonger. C'est-à-dire que c'est un univers qui fait croire à n'importe qui que juste avec des brocolis, du blanc de poulet et de l'abnégation, vous pouvez devenir vous aussi un compétiteur élite. C'est un des plus gros mensonges du sport. Et pour répondre à ta question, oui, on est tous capables de développer sa force. À l'époque, quand j'étais dans la boxe thaïlandaise et le free fight, la première séance de squat que j'ai fait un 5x5 à 60 kg. Je vois qu'il y a plein de jeunes là, du coin. Mathieu Quincy, coach Gaetano, vous connaissez la salle, hein. À la salle du bowling, j'ai fait un 5x5 à 60 kg. J'ai mis à peu près une semaine à descendre les escaliers correctement. Et des années après, avec du travail, de l'acharnement, des blessures, des erreurs, de l'apprentissage, j'en suis à 1m85 pour 85 kg et j'ai squatté 200. Quand je me suis pété la jambe, autant vous dire que squatter 200, c'était pas forcément dans mes rêves. Et quand j'étais boxeur taille, pas vraiment non plus, tu vois. Donc vous avez tous une marge de progression. Après, il faut arrêter de mentir aussi. Il y a des gens qui arrivent dans le game avec des forces gigantesques qu'ils ont développées peut-être dans d'autres sports avant, ou simplement parce qu'ils l'ont. Simplement, faut pas chercher à comprendre. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec des potes à moi qui sont dans le crossfit d'origine tahitienne, qui m'ont expliqué que eux, de toute façon, la première fois qu'ils ont fait une séance de back squat, ils ont fait un squat à 200. Alors ils ont d'autres problèmes les Tahitiens, parce que par exemple, ils sont un peu plus petits, donc tout ce qui est wall ball, rameur en crossfit, ça les fait chier. Mais vous devez comprendre qu'en termes de développement de la force, bon, on va pas mettre la même durée, hein. Donc tout le monde peut progresser. Ça, c'est une absolue certitude. Et les excuses de morphologie, les excuses génétiques, tout ça, c'est des excuses. Par contre, non, vous ne pourrez pas tous aller aux Games. Non, vous n'arriverez pas tous à snatcher 150 kg pour les garçons ou 100 kg pour une fille. Hein, je suis profondément convaincu, et c'est drôle parce que c'est des discussions que j'ai avec Fred Marcerou par exemple, un mec qui est un peu connu dans le domaine de la préparation physique. C'est des discussions que j'ai eues avec Christian Thibaudeau, un mec qui est un peu connu dans le domaine de la préparation physique, que c'est des gens que je côtoie, c'est des gens avec qui je discute, j'ai des discussions intéressantes avec eux. Voilà, on est tout à fait d'accord sur le mensonge absolu du sport de haut niveau qui fait croire que grâce au brocoli et au blanc de poulet, vous aussi, avec du travail et de l'acharnement, faut vraiment s'acharner, vous pourrez arriver à des résultats incroyables. Enfin, c'est un mensonge absolu. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas s'entraîner ? Pas du tout.
Est-ce que c'est vraiment le but en fait de devenir un sportif de niveau? Vous vous entraînez que pour devenir un grand compétiteur? Parce que franchement, vous passez à côté de beaucoup de choses. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il faut s'entraîner. Déjà, être super gaulé, ça c'est top. Être super gaulé, ça déchire. Rencontrer des amis, se vider la tête, se donner des objectifs dans la vie, se découvrir, voir qu'on n'est pas capable de moins bien que les autres, qu'avec du travail, de l'apprentissage, on n'est pas plus con qu'un autre et qu'on peut aussi prendre confiance en soi, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le but de devenir une élite? Ouah, franchement, si c'est votre seul but dans l'entraînement, j'aimerais pas être à votre place. Hein. Franchement, c'est pas Jojo. Hein. Voilà. Donc on s'en fout en fait. Voilà, vous avez des super capacités. Ouah, franchement, c'est top. Voilà, les gens, ils vont vous mettre un like sur Instagram. Ils vont être contents quand vous allez faire comme ça avec le bras en sortant d'un WOD parce que vous êtes un monstre. Et puis voilà. Mais bon, votre femme vous aimera pas pour ça. Votre mec vous aimera pas pour ça. J'espère. Vos parents vous aimeront pas plus ou pas moins parce que vous êtes un athlète des games en fait. Il en faut et c'est bien, mais ça doit pas forcément être une target quoi. Épanouissez-vous dans votre entraînement. Voilà, moi j'avais un complexe. Voilà, j'avais pas de jambes. Voilà, mes jambes de thaïlandaise, on en rigolait trop avec mes copains. Voilà, je suis toujours le mec dont on se moque toujours parce qu'il a pas de jambes. Voilà, ben j'ai pas de jambes, mais je squatte 200. Voilà, ça m'épanouit moi en fait. Qu'est-ce que je m'en branle en fait des autres? Ça m'épanouit moi. Voilà, je suis plus heureux maintenant que je squatte 200. Bon, évidemment, maintenant que je squatte 200, je voudrais 210, tu vois. Mais je vais me fixer d'autres objectifs comme ça. Et c'est ce qui me permet de me maintenir à l'entraînement, c'est ce qui me permet de continuer à motiver mes troupes. C'est tout, on s'en fout du reste. Voilà, trouvez ce qui vous fait kiffer vous. Voilà, et je suis vraiment pas sûr que devenir un athlète de haut niveau... l'anecdote, c'est que quand on a fait les régionales, on a expliqué à nos salles, à Fréjus, avec Mika et à Hier, on a dit aux gens, les amis, on va devoir fermer la salle parce qu'on part à Madrid. Ah bon, vous partez à Madrid, mais pourquoi? Ben pour les régionales. Ah bon, mais c'est quoi les régionales? C'est-à-dire que, en fait, vous avez 9 clients sur 10 qui savent même pas ce que c'est les Open, qui savaient même pas ce que c'était les régionales. Et en fait, ils nous ont pas plus aimés parce qu'on avait fait ça. En fait. Vous voyez? Ils nous aimaient parce qu'on s'occupe d'eux. Ils nous aiment parce qu'on les coach, ils nous aiment parce qu'ils arrivent estropiés et que quelques jours après, quelques semaines après, ils peuvent se réentraîner et faire des trucs de fou. Ils nous aiment parce que ils perdent du poids. Ils nous aiment parce qu'ils rencontrent des gens. Ils nous aiment parce qu'on fait des super barbecues. Ils nous aiment parce qu'on est des gens super bonnards et qu'on s'occupe d'eux. Mais ils nous aiment pas parce qu'on a fait les régionales. Ils s'en branlent les gens. Enfin moi ça me fait mourir de rire les coachs qui pensent que la compétition va leur donner une notoriété quoi. Enfin vous avez rien compris à ce que c'est un business les gars. Vraiment. Voilà. Vous ouvrez des salles pour vous occuper des gens, hein, pas pour vous occuper vous. Hein. C'est un peu comme les gens qui t'expliquent, ouais, mais de toute façon, toi, t'as une salle, t'as que ça à foutre de t'entraîner. Enfin, faut pas avoir de salle pour penser comme ça. Parce que le jour où t'as une salle, tu passes plus de temps à passer l'aspirateur et à répondre aux clients qu'à t'entraîner. Tu vois, c'est une mauvaise conception de pourquoi tu fais ton boulot. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités, faut arrêter de se mentir. D'accord, le no pain, no gain, ça a ses limites. Hein. No pain, no tartine, oui, par contre. Mais no pain, no gain, non, ça a ses limites. Hein. Quand je vois... des mecs prendre le micro et dire non, j'ai battu tout le monde, mais c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est pas parce que j'ai des facilités, c'est parce que moi je travaille plus. Je pense que c'est un truc le plus insultant que tu peux dire à tous les autres compétiteurs en fait. Et c'est pour ça que ces gens sont en haut de l'affiche, mais en fait sont seuls quoi, parce que tout le monde leur chie dessus en fait, à part les groupies fans. Voilà, parce que c'est leurs amis ou parce que c'est des footix en fait. Les autres ils s'en foutent quoi. Voilà. Et en fait moi je suis complètement sorti du crossfit de compétition parce que ça m'intéresse pas en fait. J'en referai un peu comme ça pour rigoler avec les amis. Voilà, ça ira. Mais honnêtement c'est un monde, vous les voyez sur Instagram faire des photos avec des cœurs, vous imaginez pas ce qu'ils se mettent dans le dos derrière quoi. Enfin c'est à mourir de rire. Moi j'ai pratiqué les aires de compétition pendant 8 ans. La quantité de gens qui m'aimaient pas, qui venaient me parler, elle est déjà astronomique. Mais alors, la quantité de gens qui je pensais étaient super amis et qui derrière, au moindre resto
ou au moindre quart d'heure de discussion, se tailler des costards de ouf les uns sur les autres. Je dis, mais attends, je comprends pas, ça fait il y a un quart d'heure, t'étais en train de tchatcher avec, comme si c'était ton meilleur ami. Et là, le mec est en train de balancer sur son dos un truc de ouf. Sauf que ça a duré 8 ans l'affaire. Enfin, j'ai vu ça partout. J'ai vu ça au French, j'ai vu ça au Swiss Alpine Battle, j'ai vu ça partout, Donc, ils sont mignons avec leur poste là. No pain, no gain. Hard work pay off. Franchement, ils sont trop marrants tous. Mais l'entraînement, c'est pas ça en fait. L'entraînement, c'est 95% de ta salle qui vient juste parce qu'en fait, les clients aimeraient s'aimer plus que ce qu'ils s'aiment actuellement. Et en fait, ton boulot, c'est surtout ça en fait. Donc, si le mec, ça lui plaît de faire que de la force, qu'il fasse que de la force. Si le mec, il a besoin de perdre 20 kilos, qu'il perde 20 kilos en fait. Mais voilà, posez-vous la question de pourquoi vous vous entraînez, qu'est-ce qui vous fait kiffer. Bien plus intéressant que tous ces blabla. Voilà, c'est minable. Voilà. Vous avez d'autres questions ? La tarification de Squat Everyday, tu peux aller directement sur le site, je crois c'est que 149 € les 3 mois. Donc avec la consulte, avec les corrections vidéo, avec le renfort, avec tout ça. Penses-tu que pour prendre de la force, il faut limiter les WOD, le cardio, ou carrément faire un gros cycle, une manque de force? Non, ça c'est une erreur, encore une fois, c'est erroné. Si tu fais du cardio à te faire dégueuler, forcément, en fait, c'est pas que ça va annuler ta prise de force, mais c'est qu'en fait, tu vas avoir moins d'énergie pour forcer. Donc en fait, tu vas moins stimuler ton système, donc il va moins se développer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez faire du cardio, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas que le 100% d'intensité, il doit aller sur votre objectif. Donc aujourd'hui, par exemple, je fais squat everyday, mon 100% d'intensité va sur mes squats, il va même pas sur mon haltéro. Je me mets pas de la gueule dans le saut du tout en haltéro. Je vais faire ça jusqu'à ce que la saison d'haltéro commence. Et là, par contre, je vais vachement réduire les squats et mon 100% d'intensité, il ira sur l'haltéro. Et si un jour j'ai envie de refaire une prépa en crossfit, je continuerai les squats, je continuerai l'haltéro, mais mon 100% d'intensité, il ira sur le cardio, en fait. Et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'on peut pas tout faire à 100% d'intensité. Donc vous n'arrivez pas à développer votre gym parce que vous mettez 100% d'intensité sur vos WOD. Et donc vous n'en avez plus pour en faire sur la gym. Si vous preniez du temps à mettre 100% d'intensité sur votre gymnastique et que les WOD vous les fassiez comme ça, vous continueriez à progresser un peu en WOD, mais vous progresseriez beaucoup plus en gymnastique. C'est un principe général de l'entraînement. C'est valable pour les squats, mais c'est valable pour n'importe quoi d'autre. Votre problème, c'est que vous voulez mettre 100% d'intensité partout, c'est impossible. Mais est-ce que parce que je mets pas 100% d'intensité, j'en fais pas? C'est une erreur. C'est une erreur. Moi j'en fais pas juste parce que je m'en branle. Moi je me suis dégoûté du CrossFit. Je me suis dégoûté de l'entraînement. Je me suis fait trop mal. Je suis allé dans des zones d'inconfort de ouf. Tu vois, j'ai pas kiffé. Je suis allé trop loin. Je pense que j'ai passé 4 ou 5 ans sur entraînement. J'étais dans cette mouvance hard work, payoff, ouais t'as pas vomi, t'es un PD, voilà, j'ai été dans cette mouvance complètement con en fait, et aujourd'hui j'en suis dégoûté, voilà, donc pourquoi tu fais que de la compète intime? Mais parce que justement c'est le rapport humain avec quelqu'un qui me remotive à faire du crossfit en fait, parce que le crossfit en lui-même, par les gens qu'il y a dedans, et par la discipline en elle-même, j'ai plus envie en fait, voilà, mais ça me regarde, c'est mon truc à moi, mais vous par contre, vous pouvez faire squat everyday, vous pouvez développer votre force tout en faisant du crossfit, mais le problème que vous avez, le problème que vous allez rencontrer, comme tout à l'heure j'expliquais, vous n'arrivez pas à faire la différence entre un RM du jour et un RM, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre que vous pouvez pas tout faire à 100%. Donc vous pouvez développer votre force en faisant du crossfit si vous mettez 100% d'intensité sur votre force, et si vous mettez un petit peu moins d'intensité sur vos WOD, voilà. Est-ce qu'il est bon de s'entraîner sur une barre guidée? Je comprends pas ta question. La barre guidée c'est nul, la barre guidée c'est pour les faibles, la barre guidée c'est pour les gens qui ont bas de gainage. De toute façon les exercices guidés c'est naze, donc oublie les exercices guidés. Voilà, le guidé t'oublie, le guidé c'est comment je vais développer mes cuisses sans développer le gainage de mon tronc. Donc en gros comment je deviens une bombe à retardement pour me faire une hernie discale. Donc arrête tout de suite de faire du guidé en fait, c'est abject, le guidé, ça ne devrait pas exister. Ça permet le guidé de mettre 50 personnes dans une salle et pas de coach. Voilà, parce que comme ça, t'as pas à leur expliquer comment on fait des squats.
puisqu'en fait les gens ils sont dans un guide. Donc en fait ils peuvent pas tomber, ils peuvent pas se faire mal, ils peuvent pas mal se placer. L'entraînement guidé c'est la mort, c'est la tentative d'homicide du coaching en fait. Donc voilà, quand d'un coup t'as pas de barre guidée et que il faut guider les gens par le coaching, et là d'un coup tu rentres dans la compétence, tu rentres dans le vrai intérêt de ce que tu fais et tu rentres dans quelque chose d'intéressant. Voilà. D'autres questions les amis? Que penses-tu de la préparation mentale? J'ai passé un diplôme d'hypnothérapeute ericksonien. Je suis maître hypnothérapeute ericksonien. Mais je m'en fous, c'était juste pour apprendre. Il y a des très bons prépas mentales et moi ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, ça m'a permis de passer un cap. Ça m'a permis de faire que mon agressivité devienne de la compétence. Et ça m'a permis que, plutôt que de taper sur des gens, je crée des produits pour continuer à les faire rager et que je puisse m'acheter des Rolex. Donc je pense que tu devrais faire de la prépa mentale parce que la prépa mentale est un vrai bénéf. Et quand tu es un prépa mental, enfin quand tu as fait de la prépa mentale, tu peux faire en sorte que ton cerveau devienne ton meilleur allié et surtout pas ton pire ennemi. Et ça c'est vraiment rock. Ce matin, pendant le WOD de Malheur, nous a dit de nous concentrer sur un exercice en particulier sur où s'améliorer ou progresser. T'en penses quoi? J'ai aucun avis. J'ai aucun avis. Ça veut tout et rien dire, donc j'ai pas d'avis. Voilà. Si toi ça t'a fait du bien, tant mieux. Si ça fait du bien à ses clients, tant mieux. Voilà. Est-ce que mon alimentation change quand je fais squat everyday? Non, mon alimentation ne change pas parce que de base, j'ai pas faim. De base, je mange pas assez. Donc ma vie depuis 13 ans, c'est d'essayer de grossir. Donc voilà, j'essaie de manger le plus possible, mais ce sera de toute façon pas assez. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai un physique aussi écorché que je l'ai par rapport au dopage. Non, si j'étais dopé, je ferais 1m85 pour 95 kg. J'ai un physique écorché simplement parce que je ne mange pas. Les gens qui viennent en squat qui viennent en What Holiday ou qui viennent en coaching week le voient très bien. J'ai des gros problèmes d'appétit. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça le sera sûrement toujours. Donc voilà, je n'ai pas de changement alimentaire par rapport à ça. Si je devais donner un conseil pour faire un bon squat niveau posture, se faire coacher. Se faire coacher. Et si tu veux des conseils sur une posture au squat, on a fait une vidéo avec Benjamin Hennequin où on explique exactement ce qu'il faut faire. Donc tu peux aller la voir. Squat Everyday est-il compatible avec Tovok? Tovok étant un programme de sèche, si en dehors des 3 séances de Tovok où il y a déjà du squat, tu rajoutes du squat, il n'y a aucun problème. Est-ce que je continue des sparring? Non, pas spécialement. Non, des fois je remets les gants comme ça avec mes potes pour rigoler à la salle, mais de manière informelle, comme ça. Voilà. De toute façon, la dernière fois que j'ai envoyé un low kick à quelqu'un, je lui ai cassé la jambe et j'ai eu des problèmes. Donc voilà, je ressens pas le besoin de me réentraîner sur ce sujet. Une de mes progs plus 3 watts par semaine veut dire que je suis en surentraînement. Non, pas du tout. Pas du tout, ça dépend à quelle intensité tu y vas. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Est-ce que je prends des compléments? Ouais, je prends un truc de fou, Je prends de l'ashwagandha avant de dormir, c'est une espèce de ginseng que ma naturopathe m'a conseillé. Je prends du rhodiola aussi, qui est une plante adaptogène qui permet de mieux s'endormir. Voilà, et qu'est-ce que je prends d'autre? Sipiax. C'est des gélules de sèche, c'est de la protéine issue de la sèche, parce que les protéines issues de l'hydrolysa de sèche sont absorbées à 95%, alors que le reste ne l'est qu'à 30 ou 40%. Voilà, hardcore les compléments. Lors du squat, doit-on s'arrêter avant la rétroversion du bassin? Non, pas du tout. Encore une fois, ça c'est une débilité complète. On arrête de rétroverser son bassin le jour où on apprend à utiliser ses abdos et le jour où les muscles du bassin qui sont responsables de la rétroversion se sont suffisamment allongés. Donc en fait, en ne descendant pas à la rétroversion, on l'a toute sa vie. Voilà. Donc encore une fois, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire tu rétroverses, donc tu descends pas. C'est un peu comme dire t'as pas de mobilité de cheville, donc tu vas faire que des squats avec des chaussures.
C'est le bac -2 de la compréhension de comment le corps fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs que la science du mouvement n'existe pas en France. Il y a personne qui développe le coaching du mouvement en France. Les coachs de mouvement sont très réputés à l'étranger, mais en France, il y a tellement de retard sur ça que de toute façon, on est tellement en retard. Dès qu'on fait un truc un peu nouveau, tout le monde râle. Donc faut pas s'étonner d'être en retard. 8 secondes. On va terminer là. Je vous remercie en tout cas. Et si vous voulez refaire des lives, j'attends vos MP. Merci à tous.